troupeau laitier en stabulation libre paillée avec une table d'alimentation et il n'y a pas tout à fait assez de place au cornadis sur la table d'alimentation, donc on a positionné un râtelier à balles rondes où on met un cœur de ballot après avoir distribué sur la table d'alimentation. Voilà. Alors, mon exploitation est localisée à Roy-sur-Mât, donc dans le Noyonnais, sur des terres hétérogènes. On a à la fois des sables, des limons, des argiles très forts. Donc, 85 hectares en 2 sites. On a un site à Roy-sur-Mât et on a la moitié de l'exploitation qui se situe à Sermaize. Donc, à Sermaize, on est plus dans les bons limons du Noyonnais. À Roy-sur-Mât, c'est très, très hétérogène, sable et argile. Donc, on a 65 vaches laitières et 25 vaches allaitantes. Donc, on est dans un système entièrement élevage où on n'a pas de culture de vente. Là, dans cet assolement pour l'année 26, on a un petit peu de blé parce que ça fait partie des partenariats de luzerne que l'on a avec des céréaliers qui n'ont pas tout à fait assez de blé. Donc, nous, on leur cultive un peu de blé pour compenser la luzerne qui nous cultive. Voilà. Donc, j'ai 12 hectares de prairies temporaires qui sont attenantes à notre bâtiment d'élevage, qui sont essentiellement utilisés pour les vaches laitières. Donc, on a 3 hectares de blé cette année. On a 23 hectares d'escourgeons parce que l'escourgeon est entièrement conservé comme concentré pour nos vaches laitières. Après, on cultive un peu de métail fourragé, donc un mélange d'avoine, vesse et pois fourragé que l'on récolte en enrubanage. Et ça nous permet d'allonger nos rotations parce que sinon, dans un système comme ça, la luzerne reviendrait trop vite. Et après, là, on n'a pas de luzerne cette année, mais c'est un peu exceptionnel. Et j'ai 29 hectares de prairies permanentes. Et donc, la luzerne, cette année, elle est remplacée par le métail. Parce que la luzerne était à Roy-sur-Mât, donc on l'a défriché cette année et on n'en a pas recréé d'autres parce qu'à Sermaize, je suis dans le tracé du canal Seine-Nord-Europe, donc on ne sait pas dans quelle année on va prendre nos possessions des nouvelles parcelles et j'ai pas voulu refaire de luzerne parce que j'ai peur de laisser, après 2 années de luzerne, une terre que je vais perdre dans le remembrement. Donc, on a opté plutôt pour les métails fourragés à rotation beaucoup plus courte qui nous permettent de recharger en azote nos sols en une année et de refaire une céréale. Voilà. Et on a 20 à 25 hectares de luzerne en partenariat avec des voisins céréaliers, en bio. Alors, dans l'alimentation de nos vaches, on est, par rapport au conventionnel, on est dans un système complètement atypique, puisque nous, la ration de base, elle est très riche en azote, donc liée à 50% de luzerne en enrubanage et aussi en foin. Et puis, on met 25% d'enrubanage de métail. Et on complémente avec un petit peu de foin de près, suivant les disponibilités qu'on a. Et l'escourgeon nous sert de concentré et en même temps vient équilibrer la ration, non pas en azote, mais en énergie. Voilà. Donc, avec cette ration, je suis au contrôle laitier. Le troupeau laitier est inscrit à l'organisme de sélection. Donc, la sélection est très, très poussée sur mes vaches. Donc, le troupeau est de race Holstein et nous avons des bonnes performances laitières. Actuellement, le niveau d'étape est à plus de 8000 au dernier contrôle de janvier. Alors, on essaye de valoriser donc des fourrages riches et on équilibre avec non pas de l'azote, avec des céréales pour équilibrer la ration. Alors, notre lait est livré chez Sodial et Sodial a une politique de prix qui encourage énormément le lait à partir de juillet jusqu'au mois de janvier. Donc, on est en village très groupé sur juillet jusqu'à la fin août afin d'obtenir des prix très élevés puisqu'il y a entre le lait de avril-mai et le lait de août, septembre, octobre, il y a plus de 100 euros, il y a 120 euros d'écart au millilitre.
donc c'est quand même intéressant de produire du lait d'automne. Et puis chez nous, le lait de printemps n'est pas intéressant parce que les pâtures sont très séchantes et rapidement on n'a plus d'herbe, donc on doit nourrir. Or, nourrir pour nourrir, vaut mieux nourrir et faire du lait cher que de nourrir des vaches en fin de lactation. Alors après, ce qu'on apprécie beaucoup et qu'on pense être lié à l'usage de pas mal de luzernes, j'ai déjà fait faire des analyses de lait. Donc on a des laits qui sont très riches, aussi riches que des laits, par exemple avec des filières lait. Et on a aussi énormément amélioré la fertilité du troupeau. Je suis pratiquement à 1,2 IA par vache pour avoir mes vaches fécondées. Et j'arrive à grouper pratiquement 50 vélages sur juillet-août sur les 65 vaches. Voilà. Alors, nous, aussi bien pour les luzernes qu'on prend chez les voisins ou que l'on cultive, on est plutôt partisans d'avoir des luzernes relativement drues. Ça permet d'avoir des luzernes qui restent propres. Donc, les premières coupes, on les fait de très bonne heure. Alors, par contre, par rapport à la propreté des luzernes, chez les voisins céréaliers chez qui on les a, qui sont des conversions assez récentes, il y a beaucoup de régrants. Mais ça ne nous pose pas du tout de problème. Au contraire, ça a plutôt tendance à ramener un peu d'énergie dans ma ration. Et puis, ça facilite aussi la première coupe précoce en enrubanage. Donc on prend la luzerne comme elle est, c'est ce que je voulais dire par le fait de la propreté. Et puis après, même si dedans il y a des cendres, il y a un peu de, de rumex, de choses comme ça, s'il y a juste un coup de balai à donner après que les vaches elles ont consommé, j'ai dit c'est une formidable machine à trier. Voilà. Alors, le rythme d'exploitation, on est toujours contraint par la météo, mais l'idéal, c'est des fauches rapides. Le gros avantage, c'est quand on fauche régulièrement, on a des petites coupes, mais une petite coupe, ça sèche bien. Tandis que quand on a une grande luzerne avec des grosses tiges, c'est là que ça devient difficile de sécher parce que la feuille est sèche et la tige n'est pas sèche. Donc, pour nous, nos techniques de récolte, donc dès qu'on a une fenêtre météo, on fauche. Donc, on est équipé d'une faucheuse frontale et d'une faucheuse arrière parce qu'on était au départ qu'avec une faucheuse arrière. Et ça pose le problème déjà des ouvertures de parcelles. Ensuite, on s'aperçoit que là, avec une faucheuse frontale de 3 mètres devant, on fauche 3 mètres de plus. Et comme on fauche, je vais dire, au moins 40 hectares à chaque fois qu'on a une fenêtre météo, ça permet d'avoir des chantiers efficaces, quoi, voilà. Alors, dans la foulée de la fauche, en principe, il y a quelqu'un qui fane derrière la faucheuse. Dans l'heure ou les 2 heures qui suivent la fauche, la faneuse, elle est passée. Déjà parce que la faucheuse, elle fait des petits andins regroupés. Et puis, la faneuse, elle disperse bien le fourrage. Et puis, la faucheuse, elle a aussi tendance à ranger la luzerne. Tandis que la faneuse, elle la disperse et puis elle la touille un peu. Donc, il y a à la fois le mélange des pieds et des têtes de la luzerne. Voilà. Alors, quand on enrubane, nous, on n'a pas de combiné de presse enrubaneuse. On presse avec notre presse où on fait la paille au foin et on ramène tous nos boules et on enrubane à la ferme. Alors déjà, pour une première observation que j'ai pu faire autour de moi, c'est que les gens qui enrubanent au champ, dans des luzernes, en principe, qu'on essaye de faucher au moins à 7 cm de haut, vous avez des éteuils qui sont très abrasifs et vous avez le plastique qui souffre énormément. Et puis ensuite, manipuler des boules qui sont déjà enrubanées, c'est toujours
sujet à perforation. Donc, dès que vous perforez, même quand vous remettez du collant, tout ça, c'est jamais vraiment bien hermétique et ça pose des problèmes de conservation. Tandis que là, ben, en principe, on essaye de faucher de presser à la fraîche le matin. On rentre nos boules sur la journée pendant les périodes de forte chaleur et puis on enrubane souvent en fin de journée, début de nuit, où là, on bénéficie de la fraîcheur. Déjà, le film plastique est beaucoup moins sensible à la perforation et, comment dire, le fourrage a tendance à reprendre un petit peu d'humidité et on a beaucoup moins de problèmes de perforation. Alors, le but, quel que soit ce qu'on récolte, que ce soit pour enrubaner ou pour faire du foin, c'est de conserver les feuilles solidaires des tiges. Pour la pure et simple raison, c'est que j'ai dit tout à l'heure, la vache est une formidable machine à trier. Et quand vous lui amenez de la luzerne dont les feuilles sont désolidarisées des tiges, les vaches, elles ne font que trier pour chercher à manger les feuilles. Et puis vous vous retrouvez à la fin avec, j'appelle ça les cure-dents. Tous les cure-dents, ils sont restés sur la table d'alimentation. Voilà. Donc là, on a quelques photos, donc une implantation de luzerne qu'on avait sous orge de printemps. On essaye, nous, beaucoup d'implanter derrière des orges de printemps. Et à côté, on a le combiné de fauche. Donc, on est équipé d'un grand chariot où on peut rentrer 40 boules d'enrubanage. Et c'est notre enrubaneuse avec une commande électrique. Donc, une seule personne, il suffit d'une seule personne pour poser les boules à enrubaner sur l'enrubaneuse. L'enrubaneuse, on la télécommande et puis elle éjecte sa boule. Pendant ce temps-là, on ramène une boule enrubanée, on reprend la boule qui est enrubanée et on la range sur une plateforme qu'on a à côté. Alors, donc, notre partenariat, il est avec 3 exploitations différentes. Donc, on a un céréalier de grande culture à 20 km qui nous fait une dizaine d'hectares de luzerne. Ensuite, on a 2 personnes très proches, mais qui ont des petites surfaces. Il y a Olivier de Linière, donc c'est Marie de Linière qui fait des pâtes et du blé dur et qui n'a qu'une dizaine d'hectares. Donc chez eux, on n'a que 3-4 hectares. Et c'est pour eux que je fais du blé parce que c'est un peu compliqué par rapport à la surface. Et puis après, on a quelqu'un qui est double actif, qui a une ferme d'une 30aine d'hectares en céréales et qui nous fait entre 6 et 10 hectares de luzerne tous les ans. Mais c'est tâtier court et c'est resté avec un parcellaire où il y a beaucoup de petites parcelles. Donc c'est un peu complexe dans la gestion parce que c'est chronophage. Voilà. Mais c'est pas loin, c'est à 5 km, donc c'est assez pratique pour ça. Alors, nous, on essaye toujours d'intervenir en bonnes conditions parce que, par exemple, quand vous faites de l'enrubanage et vous sortez des boules avec un gros chariot, s'il fait pas bon, on fait des ornières. Alors, quand on commence à faire des ornières, déjà, on abîme la texture du sol. Et puis, même pour nous intervenir aux coupes suivantes, ça pose un problème parce que au niveau de la faneuse ou de l'endéneur, on a tendance à casser du matériel. Voilà, donc on essaye d'être rigoureux sur les chantiers. Alors donc la qualité d'implantation elle est déterminante, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des luzernes, demander à avoir des luzernes assez drues, ça évite le salissement, ça évite qu'il y ait des trous et donc une meilleure qualité. Voilà. Donc, toutes nos luzernes, aussi bien chez nous qu'avec les partenariats, elles sont exploitées sur 2 années seulement. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une rotation qui tourne. Moi, j'ai besoin de refaire des céréales sur mes terres, donc où j'ai des luzernes. Et puis, eux, comme ils sont céréaliers, ils ont aussi besoin d'avoir une bonne tête d'assolement pour refaire des bonnes céréales. Alors, la rémunération pour les céréaliers, on est parti, nous, sur une base de 70 € tonne de matière sèche. Et on comptabilise tous les boules, on fait régulièrement des pesées de chariot.
pour essayer de voir où on se trouve. Et puis, je vais dire, quand on fait nos comptes ensemble, on fait une règle de 3, et s'il y a moins de 10 tonnes, il y a un peu moins, et s'il y a plus de 10 tonnes, il y a un peu plus. Voilà. Mais on est parti sur la base de 70 € tonne de matière sèche. Alors, pour moi, la luzerne, c'est précieux pour avoir toujours suffisamment d'azote dans la ration des vaches laitières. J'oserais dire qu'on en a même parfois un peu trop, mais la luzerne, elle reste une protéine qui n'est pas brutale pour les vaches, et même au niveau des bouses, on n'a pas vraiment de vaches. On ne connaît pas de vaches avec des diarrhées liées à l'excès d'azote, même si, par exemple, dans le lait, le taux d'urée parfois dépasse 400 unités d'urée dans le lait, quoi. Alors qu'en élevage, il est plutôt préconisé à 250-300. Voilà. Alors, l'organisation des chantiers, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est beaucoup la météo. Donc, hormis la première coupe que l'on fauche toujours précocement et qu'on destine systématiquement à l'enrubanage, les autres coupes, nous, on essaye toujours de faire du foin, parce que on s'est quand même aperçu que les vaches, elles aimaient bien le foin. Par contre, c'est encore plus compliqué par rapport à la gestion de la météo, parce que pour faire du foin, il faut un minimum de 5 jours. C'est vraiment un minimum. Euh, le pressage, les feuilles sont encore beaucoup plus sensibles que quand on presse à 52 matières sèches pour faire de l'enrubanage. Donc souvent, on met en route à presser 10 heures, 11 heures du soir, et puis on presse parfois tard, très tard même, suivant un peu l'avenir de la météo. Si le temps est à l'eau, souvent on a très peu de rosée en début de nuit, et ça nous permet de profiter de ça pour travailler. Alors après, notre presse est équipée d'un noyau mou. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit et que la fraîcheur revient dans les andins, on a tendance à desserrer pour avoir toujours ce noyau mou et avoir un ballot qui est bien serré sur la fin, puisque au-delà de la dimension du noyau mou, le reste de la luzerne est bien serré. Et ça permet au ballot de respirer, en fait. Et puis, ça permet aussi, dans les jours qui suivent, parce que le foin, on ne le rentre pas forcément dans les jours qui suivent, quand on a des périodes de canicule, ça finit le séchage est fini de se faire. Voilà. Alors, en observation, pour savoir quand on presse, nous, en fin de journée, on va voir la luzerne, et on estime que le temps que la plure de la tige de la luzerne a tendance à s'en aller sous l'ongle, la luzerne n'est pas morte. Et il faut attendre pour presser le foin, parce que sinon on a trop de mauvaises surprises. Parce que dans le foin, ce qui importe, bon, c'est le taux de matière sèche, mais c'est surtout que la luzerne soit morte. Ça fait exactement comme une céréale. Une céréale, vous pouvez la rentrer archi mûre à 17 d'humidité, vous la conservez. Vous la rentrez pas mûre à 15 d'humidité sous un gros cagnard, votre céréale, quand il pleut, elle peut retravailler. Et la luzerne, ça fait exactement la même chose, quoi. Et une luzerne, si elle est rentrée pas bien morte, des fois longtemps après, 15 jours, 3 semaines après, les ballots ils repartent en fermentation. Et ça, il faut faire très attention. Voilà. Alors sinon, chez nous, l'herbe vient pas bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès le mois de juin, même dans les prairies temporaires, la production baisse significativement. Et la luzerne, c'est quand même une culture très résistante à la sécheresse. Et ça nous permet d'assurer nos stocks fourragers avec un peu de certitude. Voilà. Et plus il fait sec, souvent, plus on a des foins de qualité. Bon, puis après, il y a tout ce qui est environnement, biodiversité, et puis les rendements en céréales qui sont très bons derrière les luzernes. Nous, on fait que des escourgeons derrière luzerne, et on fait facilement plus de 70. Et là, cette année, on a même eu des parcelles à plus de 90 quintaux dans l'escourgeon, dans des bonnes terres.
l'escourgeon, parce qu'en fait, l'escourgeon demande beaucoup d'azote de bonne heure en saison. Et il n'y a vraiment que la luzerne qui fournit de l'azote disponible rapidement au printemps. C'est quand même une culture qui avance très vite dans son cycle. Écoute, un grand merci.